Cette exposition, finalement, avec de l'immigré au Chibani, elle est née d'un projet qui n'est pas celui de l'Orive au départ, hein. C'est en fait l'association Aléos, mulhousienne donc, qui s'est lancée dans ce projet en 2010. Donc maintenant, ça fait plus de 11 ans que ce projet a démarré. Et au départ, en fait, c'est un constat lors de la démolition du foyer Jacques Stam, qui était le dernier grand foyer de travailleurs d'origine maghrébine du sud Alsace, qui était situé donc à Mulhouse. Et Aléos était chargé du relogement des personnes hébergées dans ce foyer. Et en fait, le constat, c'est que ils ont croisé des gens, des immigrés, des Chibani très, très âgés. Et en fait, le directeur d'Aléos de l'époque, qui est toujours le directeur actuel, donc voilà, Loïc Richard, s'est dit bah, il faut qu'on fasse quelque chose de cette parole des personnes immigrées, etc. On ne peut pas rester sans avoir en fait, sans laisser une trace de leur histoire, et cetera. Et donc il a sollicité un certain nombre de personnes, des associations, des collectivités, des chercheurs, l'ORIV, pour demander si on ne pourrait pas travailler ensemble, sur cette question donc du recueil, de témoignages des résidents, les plus âgés. Et finalement, de cette idée de recueil de paroles, en fait, petit à petit est venue l'idée de faire une exposition et en particulier une exposition qui permettrait d'être itinérante pour en fait servir de support à des réflexions et à des discussions autour de cette question de l'immigration des Chibani en particulier, mais pas exclusivement, puisque le constat qu'on faisait finalement, c'est que c'était un enjeu bien plus large finalement que seulement celui des Chibani en tant que tel. Bref, donc du coup, une exposition, un projet autour de plusieurs chercheurs. Donc c'est le CRESAT, qui est le centre de recherche sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques, qui a été sollicité pour travailler avec nous sur ce volet. Et plus particulièrement, 2 chercheurs, 2 historiens, Yves Fray, qui est agrégé et docteur en histoire, et Marie-Claire Vitou, maître de conférences retraitée en histoire contemporaine. Donc c'est eux deux qui ont accompagné notre réflexion avec Barbara Cully, qui était recherchiste, c'est difficile à dire, en iconographie, donc qui était chargée de l'iconographie. Et on a eu le soutien également de Joël Delaine, qui est le directeur du musée historique de Mulhouse, qui nous a beaucoup aidé pour concevoir l'exposition. Et donc tout cela grâce au financement quand même de la politique de la ville, le Commissariat général à l'égalité des territoires à l'époque et la DRDJSCS Grand Est. Donc voilà. Et donc, je vous disais, on a démarré le projet autour de 2010. L'exposition a démarré en 2017. Donc pratiquement 7 ans pour passer du projet à la réalisation de l'exposition. Donc ça a été quelque chose quand même de long, assez complexe, puisqu'en fait, l'idée, c'était de recueillir des témoignages. Et le recueil des témoignages a été difficile parce qu'il fallait convaincre ces Chibani de parler. Beaucoup d'entre eux estimaient que leur vie n'avait pas vraiment d'intérêt. Et donc, ils ne voyaient pas l'intérêt effectivement de parler, de s'exprimer. Après, on a eu des problèmes aussi de maîtrise de la langue, puisque beaucoup d'entre eux continuent à parler effectivement algérien, ou parlent très mal le français, hein. Donc là, on en voit justement devant le foyer Jacques Stam, un certain nombre d'entre eux, qui étaient là d'ailleurs au moment de l'ouverture de l'exposition, quand on a présenté les choses, hein. Et là, on a un groupe d'immigrés, quelques années avant, donc là, c'est à Huningue, devant le foyer Le Rhône. Donc, il a fallu faire des entretiens, on en a eu plusieurs, essayer de retrouver des photos. Je tiens aussi à dire qu'au-delà de l'exposition, on a fait 2 ouvrages. Il y a une BD qui a été réalisée, il y a un ouvrage et aussi les témoignages oraux de ces Chibani a fait l'objet en fait d'une présentation aux archives départementales et ils étaient présents quand on a remis aux archives départementales leurs témoignages.
en tant que tel. Alors je reviendrai un petit peu tout à l'heure vers la fin sur l'enjeu qui était le nôtre au départ et pourquoi on a souhaité laisser cette trace, au-delà de l'importance du témoignage, mais j'y reviendrai plus fortement. Mais il y a quand même un enjeu pour nous, c'était de bien montrer que leur histoire, c'est notre histoire. C'est qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction entre leur histoire et la nôtre. Elles s'embriquent fortement et en fait, faire l'impasse sur leur histoire, ça serait finalement comme si on gommait une partie de notre histoire avec un risque que du coup, on mette à mal leur identité, mais aussi la nôtre. Donc, je vais ensuite passer sur cette partie des photos, de l'exposition qui démarre en fait sur quels mots vous les nommer. Il nous a semblé important de faire un détour sur la question de comment on nomme les migrants et la dénomination. Alors, pour ce qui est des Shibani, donc le terme Shibani, en fait, veut dire cheveux blancs, hein, ancien, vieux, etc. Donc, c'est un terme plutôt gentil à l'égard de ces personnes. C'est a posteriori hein, qu'on parle aujourd'hui des Shibani, mais tout au long de leur parcours, et de leur histoire, on les a appelés de termes très très différents, et notamment en premier lieu le terme d'indigène, puisqu'en fait l'Algérie, Marianne, si je peux juste me permettre, bien sûr, en arabe, shib, c'est les cheveux blancs. Et le shibani, c'est-à-dire le masculin, de dire le monsieur qui a des cheveux blancs. C'est vrai qu'on le dit gentiment quand c'est une personne d'un certain âge, mais c'est typiquement vraiment, c'est-à-dire l'expression, elle veut vraiment dire le cheveux blancs. monsieur, voilà, qui a les cheveux blancs. C'est-à-dire, Ouais, il a pris de l'âge, il a les cheveux blancs. Et le féminin, c'est shibania. ouais. Et c'est pour ça que peut-être que j'ai un peu de Chibania, moi, dans mes cheveux. Oui, Voilà. c'est un peu shibania, mais À tous les cas, je dis bien c'est le terme qu'on leur a donné vraiment ces dernières années. Mais historiquement, c'est pas le terme qui était utilisé. Compte tenu de l'histoire particulière de ces hommes, compte tenu de la colonisation de l'Algérie, parce que si l'immigration, à chaque fois, nous questionne sur les mots qu'on utilise pour parler des personnes qui arrivent ou qui sont là, c'est vraiment un vrai enjeu de comment on parle de ces publics, de ces personnes. Pour eux, c'est encore plus le cas, puisqu'effectivement, ceux à tous les cas qu'on a rencontrés, qui font partie de l'exposition, étaient majoritairement français au moment de la naissance, puisqu'ils étaient sur un territoire qui a été colonisé par la France. Donc, l'annexion française date de 1830 à 1962, sachant que entre 1830 et 1954, on va avoir ce qu'on va appeler l'Algérie coloniale. De 1954 à 1962, c'est la guerre d'Algérie. Alors là aussi, hein, pendant très longtemps, on n'a pas parlé de guerre pour l'Algérie. C'est une notion récente. Pendant longtemps, on parlait des événements d'Algérie. Ce qui d'ailleurs a posé des problèmes de reconnaissance pour les gens qui se sont battus en Algérie, qui n'étaient pas reconnus au même titre que les autres guerres en tant que telles. Donc, on a aussi une histoire très singulière entre ces hommes et tous ceux qui sont arrivés d'Algérie et la France. Parce que si la France a eu autant de mal à quitter l'Algérie et à faire le deuil de la colonisation, certains considérant d'ailleurs qu'elle n'est toujours pas faite, ce deuil, finalement, c'est aussi parce que la France n'avait pas intérêt du tout à perdre l'Algérie. Pour autant, comme tout processus de colonisation, ces populations qui étaient présentes sur le territoire de l'Algérie bien avant que les Français s'y installent, en fait, ont été traitées de manière discriminatoire, de manière inégalitaire, et donc relevées de ce qu'on appelle le statut de l'indigénat. Jusqu'en 1944. À partir de 1944, effectivement, ce statut a été modifié. Pour autant, voilà, donc on a changé de nom, hein, on parlait de Français musulmans d'Algérie, de 44 à 58, puis, comme vous le voyez, on a ensuite parlé de 58 à 62 de Français musulmans ou de Français de souche nord-africaine.
Voilà, donc là aussi, ça pourrait être intéressant aujourd'hui, où on a quelques difficultés à penser la question de l'islam et de la République. À l'époque, c'était pas du tout une question, c'était, complètement intégré et le paradoxe aussi, c'est que, la loi, de 1905 sur la laïcité n'a pas été mise en œuvre en Algérie à la demande, de l'État français, qui, préférait garder le statut tel qu'il existait en Algérie, parce qu'il y avait de liens avec les imams. Je crois que c'est intéressant de le signaler parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire souvent que l'islam et la République ne sont pas compatibles, mais c'est une manière de le regarder à l'aune de notre situation actuelle, pas du tout en lien avec l'histoire. Et je rappelle que on le sait bien sur nos territoires, qu'on a des situations où la laïcité s'articule à un droit local, que ça soit à Mayotte, que ça soit en Guyane, que ce soit en Alsace-Moselle. Voilà, on a des situations particulières qui fait que, ça prend une dimension, différente. Heu, cette histoire de dénomination, de statut, elle a marqué donc les personnes qui l'ont vécu, mais elle a aussi marqué, finalement, ceux qui étaient français à l'époque, parce qu'ils avaient un regard sur l'Algérie, qui finalement, même si la guerre d'Algérie a eu lieu et l'indépendance, finalement, n'a pas changé la manière, de les représentations qui étaient à l'œuvre. Et la guerre d'Algérie, a amené à construire aussi des représentations, sur, l'algérien et la manière dont il va être pris en compte quand il va arriver en France après 1962. À tous les cas, on ne peut pas traiter les immigrations tous de la même manière et ça, c'est une des difficultés qu'on constate, c'est que souvent quand on parle d'immigration, on va soit culturaliser l'immigration, soit en fait la rendre ahistorique, donc en dehors de tout contexte historique. Je reprends sur la culturalisation ou le culturalisme, c'est que très souvent, par exemple, à l'ORIV, on va nous demander quelles sont les caractéristiques de la culture algérienne, quelles sont les caractéristiques, bon, dernièrement, on m'a demandé les tchétchènes, etc. etc. Nous, à l'ORIV, on se refuse d'avoir une approche culturaliste des migrations, parce qu'en fait, il y a souvent autant de différences entre un Algérien d'Alger, de Kabylie, qui est venu dans les années 50, qui arrive dans les années 80 ou aujourd'hui, que en fait, entre un Français qui a grandi dans la France de 1960, dans un petit village, et un Français qui aurait grandi dans une grande ville aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que parce que ces personnes viennent d'ailleurs, ils vont avoir une culture identique, commune, etc. Et on ne va pas tenir compte finalement des spécificités sociales, historiques, etc. Donc, point de vigilance, toujours replacer le migrant dans son histoire, dans le contexte de départ du pays, dans le contexte d'arrivée dans le pays où il arrive. Et finalement, tout cet environnement-là est extrêmement important. Heu, pour faire un parallèle avec, aujourd'hui, on va parler de migrants, d'immigrés, de descendants d'immigrés, de personnes issues de l'immigration, d'étrangers, de, réfugiés, de demandeurs d'asile et cetera, comme si tous ces mots se valaient. En fait, ces mots renvoient à des réalités différentes, et l'utilisation de tel ou tel mot va pas avoir le même sens pour celui qui le vit. Donc, par exemple, le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est «Les migrants, d'hier à aujourd'hui», je crois, hein, c'est comme ça qu'on l'avait, mis. Le terme de migrant, il a été beaucoup utilisé ces derniers temps avec ce qu'on a appelé la crise migratoire. Le terme de migrant, il renvoie juste au fait, que des gens se déplacent d'un endroit à un autre. Il y a pas forcément une dimension internationale dans la question du migrant. On peut migrer d'une ville à l'autre, à l'intérieur de la France, etc. Par contre, le terme d'immigré, qui a été défini par l'INSEE, renvoie bien à quelqu'un qui est né hors du territoire français. Voilà. Est-ce que vous avez une idée des différences entre les termes d'étrangers, d'immigrés, etc. Est-ce que vous voulez que je précise les termes? Ouais? Alors, comme je disais, les termes renvoient à des réalités différentes. Le terme d'étranger est un terme juridique. Alors, il est utilisé au sens commun, celui qui est étranger,
celui qui est étrange, c'est la même dénomination, hein. Donc, ce n'est pas neutre hein, quand on utilise le terme d'étranger. Mais mais juridiquement parlant, l'étranger, c'est celui qui n'a pas la nationalité française, sur le territoire français. C'est celui qui n'a pas la nationalité du pays dans lequel il se trouve. Okay, donc ça, c'est assez basique. Hein. Actuellement, j'ai pris quelques données statistiques hein, pour illustrer. Actuellement, en France, on compte, je vais y arriver, c'est attaché entre eux. On compte 67 millions d'habitants en France au dernier recensement. C'est 62 millions de Français et 5 millions d'étrangers en France. Par contre, un étranger peut être né en France. Et c'est là où ça se corse, parce que habituellement, la plupart des gens considèrent que quand on utilise le terme d'étranger, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en dehors de la France. En fait, le terme d'étranger, c'est quelqu'un donc qui n'a pas la nationalité française. Or, on peut être né sur le territoire français de 2 parents étrangers, et dans ce cas, on est étranger, quel que soit le pays d'origine, européen ou pas. Parce que ça, c'est aussi assez mal connu, c'est que souvent on considère que si quelqu'un est né sur le territoire français, il est forcément français. Ce n'est pas le cas. Si on est de 2 parents étrangers, on est étranger. Après, le droit du sol, comme on l'appelle, va permettre assez rapidement et normalement assez facilement d'obtenir le statut, la nationalité française, parce que grandit sur le territoire français, etc. À partir du moment où on est d'un parent français, quelle que soit la nationalité de l'autre personne, du couple, on est français. D'accord ? Le terme d'immigré, lui, est un terme sociologique. Il n'a pas de fondement juridique, à aucun moment. C'est en fait un terme qui est né de l'immigration et des flux migratoires successifs en France. Et c'est finalement les sociologues qui ont inventé, entre guillemets, cette notion qui est reprise par le recensement. Et donc, en France, on a des statistiques sur les étrangers et on a des statistiques sur les immigrés. Donc, un immigré, c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger, qui a migré en France et qui, aujourd'hui, peut être français ou étranger. Si vous ne me suivez pas, vous me le dites. Hein. Donc, en fait, la notion d'immigré, elle renvoie au fait que c'est quelqu'un qui a bougé entre l'étranger, un autre pays et la France. En fait, elle garde le statut d'immigré garde la question du parcours. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'un point de vue sociologique, parce que en fait, on sait que le parcours migratoire, quel qu'il soit, va avoir un impact sur la vie de la personne. Et donc, ce terme va garder ce terme-là. Mais on est bien d'accord que normalement, il n'y a pas question d'héritage dans la durée. Le terme issu de l'immigration est quelque chose qui a été inventé au fur et à mesure et qui, certes, peut être intéressant en tant que tel, mais peut être problématique aussi, parce qu'en fait, il serait supposé que d'une génération, de 2 générations, de 3 générations, on reste marqué par cette histoire. Alors, on peut le souhaiter, hein, pour des questions identitaires, se revendiquer de l'histoire familiale, etc. Mais quand ça devient quelque chose qui est de l'ordre de la désignation extérieure au regard du faciès, de la couleur de peau, du patronyme, etc., ça va poser un problème. Puisque en France, normalement, on va reconnaître quelqu'un en tant que citoyen, soit il est français, soit étranger. Et je voulais vous lire, parce que c'est un livre, moi personnellement, le jour où je l'ai lu, ça m'a complètement transformée. Et j'adore cet ouvrage et je l'ai relu plusieurs fois. C'est l'ouvrage de Amin Malouf, qui a été écrit en 1998 et qui s'appelle « Les identités meurtrières ». Et il dit: c'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance, et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. Moi, j'aime beaucoup cette phrase parce que je pense qu'elle doit nous faire réfléchir justement sur ce que l'on met, sur ce que sont les gens. Hein. Et il dit aussi, parce que c'est aussi un enjeu actuel, l'identité n'est jamais donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long de l'existence. Et on n'est pas fermé dans une identité. Et ce que Madame Kadiri disait sur
son sentiment d'appartenance multiple finalement, de pouvoir concilier l'ici et là-bas, le parcours migratoire, etc. C'est le cas quand même de la majeure partie de ceux qui ont vécu un parcours migratoire. En fait, ce qu'on va dénoncer comme étant problématique, c'est souvent, comme toujours, qu'une petite minorité qui a rencontré des difficultés ou la manière dont la société française le perçoit. Voilà. Donc, vraiment, cette question de la dénomination est quelque chose d'important. Je termine sur la question des immigrés. Je vous disais tout à l'heure, 5 millions d'étrangers en France, 6,7 millions d'immigrés. Donc, on a plus d'immigrés que d'étrangers, simplement parce que les immigrés peuvent avoir eu la nationalité française, comme l'a évoqué Madame Kadiri. De par son parcours migratoire, elle est immigrée, mais elle a la nationalité française. Donc, elle est française, en priorité. La question immigrée, elle va nous être juste utile, parfois pour comprendre un certain nombre d'enjeux, mais ce n'est pas ce qui va la déterminer au quotidien. Voilà, c'est pour ça que je disais que c'est un terme sociologique et pas juridique. Qu'il ne faut pas en faire. Et donc, juste pour donner, du coup, au niveau du Grand Est, aujourd'hui, au recensement de 2017, on compte à peu près 500 000 immigrés dans le Grand Est. On est la 5e région de France pour la part des immigrés, avec un taux d'immigrés sur la population du Grand Est de 9%. C'est un peu en deçà du taux de la France dans son ensemble, qui est à 9,6. Par contre, si on regarde par département, on va avoir 3 départements où la part d'immigrés est largement au-dessus des 9,6%, enfin des 9% que j'évoquais précédemment. C'est en premier lieu le Bas-Rhin, en deuxième lieu la Moselle, et en troisième lieu le Haut-Rhin, qui est effectivement un département qui compte une forte présence immigrée, parce que c'est un territoire issu, marqué par la révolution industrielle, qui a eu beaucoup recours à l'immigration, beaucoup d'Italiens, par exemple, beaucoup aux Polonais dans les mines de potasse, beaucoup aux Algériens, etc., puis aux Marocains, puis aux Portugais pour Colmar, etc. Et ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire du Haut-Rhin, par exemple, selon le territoire haut-rhinois, le bassin potassique, le secteur mulhousien, le secteur colmarien, on n'a pas les mêmes migrations. On ne va pas retrouver les mêmes populations parce que c'est lié à la question industrielle et on y reviendra. Et du coup, quand on regarde la part de la population immigrée dans la population totale d'un département, dans le Grand Est, c'est au niveau du Haut-Rhin qu'on a la part la plus importante d'immigrés dans la population totale du département. C'est 12%. Ce qui reste quand même extrêmement faible. On n'est pas du tout dans la perception de l'envahissement complet, il n'y a que des immigrés partout, etc., qu'on peut entendre parfois. On reste sur quelque chose. Et puis après, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les immigrés sont amenés à devenir français pour une partie d'entre eux, et du coup, ils sont aussi amenés derrière à avoir des descendants qui sont eux-mêmes français et qui viennent enrichir l'histoire de la France en tant que telle. Dernier point sur ces questions de lien entre l'immigration et la situation particulière de l'Algérie. Je vous disais donc que l'Algérie, c'est aussi donc la question de la colonisation qui a particulièrement marqué les liens avec la France. Mais avec l'Alsace, on a un lien encore plus particulier puisque donc l'Algérie était française au moment de la guerre de 1870. La guerre de 1870 a une particularité, c'est qu'une partie donc de notre territoire, en particulier l'Alsace et la Moselle, ont été donc annexés par l'Allemagne, par l'Empire germanique. Et donc, il a été proposé aux Français de l'époque de choisir leur camp, de choisir de quitter l'Alsace et la Moselle ou de rester sur leur territoire. Donc, certains sont restés, d'autres sont devenus ce qu'on appelle des optants, c'est-à-dire qu'ils ont quitté le territoire alsacien et mosellan. Et en fait,
pour l'État français à l'époque, leur a proposé en fait de rejoindre l'Algérie et de s'installer en Algérie, en mettant à disposition des terrains parmi les plus beaux de Kabylie et d'ailleurs. Et d'ailleurs, on va trouver en Algérie des villages qui s'appelaient Colmar, et cetera, puisqu'en fait, on avait des Algériens, enfin des Alsaciens qui sont partis s'installer, dans ces pays. Imaginez ce que ça veut dire au moment de l'indépendance de l'Algérie, quand ces personnes ont dû revenir et se sont retrouvés à tout abandonner. Donc forcément, c'était un drame pour eux, qui avaient déjà fait le départ dans l'autre sens. Hein, voilà. Et en plus, quand ils sont revenus, les logements qui leur ont été proposés, ce n'étaient pas n'importe lesquels. Ils se sont retrouvés avec des personnes revenant d'Algérie, qui eux n'étaient plus français mais bien algériens. Et bien évidemment, je pense qu'une partie des difficultés de notre dans la société française d'acceptation d'un certain nombre de choses, c'est aussi parce qu'on n'a pas mis à plat cette histoire, qu'on n'a pas reconnu les souffrances de part et d'autre. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en avait que d'un côté, de part et d'autre. Voilà, et que en fait, cette réconciliation, les dettes de part et d'autre, bah, ils ne sont toujours pas mis à plat. Et par exemple, moi, j'ai grandi dans une France qui, à l'époque, n'abordait pas la question de la colonisation dans l'histoire de France. Je ne l'ai pas appris. D'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler à l'ORIV, je ne comprenais pas les premiers travaux des chercheurs qui travaillaient sur la colonisation et la décolonisation, en me disant: «Mais non, mais qu'est-ce que c'est que leur histoire? C'est pas ça le sujet», et cetera. Et petit à petit, je me suis rendu compte de l'impact de la question de la colonisation et de la nécessaire travail sur la décolonisation, comme d'ailleurs sur la question de l'esclavage, et la nécessité pour comprendre les relations actuelles de s'inscrire dans une histoire qui tienne compte de toutes ces réalités-là, y compris dans les douleurs que ça suppose. Voilà. Et je trouve, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais Benjamin Stora a rendu un rapport en début d'année sur cette question, hein, notamment. Et voilà, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à travailler. Il ne s'agit pas, alors, beaucoup de présidents français ont eu de mal avec cette histoire et refusent ce qu'ils appellent la repentance. Pour moi, ce n'est pas un enjeu de repentance, c'est juste un enjeu d'histoire. Replacer les choses dans leur histoire, reconnaître ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, comment ça s'est passé, et cetera. Et ça, c'est d'autant plus important, on va le voir, que cette histoire-là, font que, bah, ces hommes, bah, là, vous le voyez, hein, on a un Chibani, qui a un vêtement, qui renvoie, à la question de l'armée. Ces hommes étaient aussi des libérateurs, notamment en Alsace, et il a fallu énormément d'années pour reconnaître que finalement, ils ont participé et à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, ils ont été parmi les premiers, finalement, à libérer le territoire français. Donc, c'est quand même quelque chose où on a besoin. Moi, je suis sociologue hein, de métier. Mais en tout cas, en travaillant sur la question de l'immigration, on ne peut pas faire l'impasse sur l'histoire. C'est pas possible. Et ça serait une erreur fondamentale de continuer à faire abstraction de cette histoire en tant que telle. Alors, ce qui me paraît important dans la suite, c'est de comprendre les contextes dans des pays et les raisons qui vont pousser à la migration. Alors, on a souvent tendance à dire, finalement, bah, c'est la pauvreté qui fait que les gens partent, etc. Ce mythe-là fait qu'en fait, ça va aussi entraîner une manière de regarder ces personnes qui arrivent d'ailleurs. On a une représentation très misérabilisme en France de l'immigré, de celui qui arrive. Alors que quand on regarde de près les parcours migratoires, oui, les gens partent parce qu'ils sont en danger. Oui, ils partent parce qu'il y a de la pauvreté. Oui, effectivement, on quitte rarement son pays parce que ça se passe bien. On cherche quelque chose d'autre. On cherche un avenir pour ses enfants. On cherche un avenir pour soi. Enfin, voilà. Oui, mais quand on regarde aujourd'hui les parcours migratoires, la plupart du temps, ceux qui font
l'effort de partir, ceux qui sont en capacité de partir, c'est finalement ceux qui ont le plus de ressources, et financières, et humaines, et intellectuelles. C'est pas n'importe qui part. Et d'ailleurs, dans les pays d'origine, souvent on mise sur une famille, on mise sur quelqu'un. Et d'ailleurs, il est aussi redevable après par rapport à ce pays et à cette famille. C'est d'ailleurs la complexité aussi de la question migratoire, où des fois on va dire: «Mais pourquoi, voilà, on garde un lien? Pourquoi il y a certains mariages qui se font?» et cetera. Mais parce qu'on est dans quelque chose du don et du contre-don. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui investissent sur telle personne qui va faire le parcours migratoire, et en contrepartie, cette personne, quand on dit qu'ils investissent, c'est financièrement, hein, et que derrière, il rend quelque chose. Tout à l'heure, madame, Kadiri disait, que pendant longtemps, elle était persuadée de repartir. Cette question du mythe du retour, il a été dans la tête de tous ceux qui ont migré. Et effectivement, c'est le quotidien au fil de l'eau qu'a fait que finalement, l'histoire de vie, a amené à rester et à un moment donné, de passer de mythe du retour à «je reste là», hein. Mais ça s'est fait différemment pour chacun, en fait, hein. Ce qui est problématique quand même, c'est que ce mythe du retour, il a construit la politique, d'intégration en France. C'est-à-dire que pendant des années, on était persuadés et en fait, la politique publique n'a pas acté le fait que ces personnes allaient rester. Et ça, c'est problématique en soi. Parce que ne pas investir sur «ils vont rester», ça veut dire qu'en fait, on n'y met pas les moyens. On va, mettre des logements, provisoires, on va, pas investir, comme il faut dans l'école et cetera. Et je donne toujours, un exemple en particulier. En 1977, on a une, directive qui met en place, à l'école française, ce qu'on a appelé les enseignements de langue et culture d'origine, les ELCO. Alors, pour ceux qui n'ont pas grandi sur les questions migratoires, ça parle pas beaucoup. Et c'est pour ça que je donne cet exemple, parce qu'effectivement, il est assez choquant. On est en 1977. Les flux migratoires, vont être marqués par une pause, hein, d'une certaine manière, avec, le choc pétrolier de 1974. D'accord? Je vais y revenir, hein. Et quelques années plus tard, l'État français met en place donc ces enseignements de langue et culture d'origine. Quelle est l'idée derrière? En fait, ce qui est acté dans le texte de départ, hein, c'est de dire: «Ces enfants ne vont pas rester et donc il faut les maintenir dans la culture d'origine pour qu'ils ne soient pas, déstabilisés quand ils vont repartir». Quand je dis qu'en fait, on n'a pas acté l'arrivée et le maintien de ces populations, alors qu'on a 150 ans d'histoire de migration. La France est le pays européen où l'immigration est la plus ancienne et la plus pérenne. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si on n'avait pas tiré les enseignements de toutes les histoires migratoires d'avant. Et en fait, cette histoire du mythe du retour, l'État, la politique publique en fait un principe de base. Et du coup, on a ces ELCO qui vont concerner au fil de l'eau, alors plusieurs pays, hein. Donc, on va avoir l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la Serbie et la Croatie. Et ces ELCO ont fonctionné jusqu'il y a effectivement 3-4 ans. Le paradoxe, c'est que c'est le premier attentat de 2015 qui est à l'origine de l'arrêt des ELCO. Alors, ça fait, nous, par exemple, à l'ORIV, on y a travaillé pendant des années en demandant l'arrêt des ELCO. Voilà, et il n'y avait pas de réponse. Et on a été extrêmement surpris que ça soit, en fait, ça a été posé en 2015, hein, puisque c'est la première attentat, c'est 2015. Et c'est donc en 2015 que ce dispositif a commencé à être transformé en reconnaissant la question des langues, les langues maternelles et des langues de l'immigration comme étant une richesse et un apport culturel. Hein, c'est ça qui est en train d'être transformé. Donc c'est intéressant, mais à 1977 à aujourd'hui, quoi. Donc, deuxième élément
à comprendre, on le verra un petit peu plus loin si j'arrive à accélérer un peu le rythme, c'est que les Chibani dont on parle, on découvre qu'ils vieillissent en 1986. 1986. On se prend une grande claque dans la figure en 1986. On découvre des foyers de travailleurs migrants qui sont des mouroirs, où les gens sont en train de mourir tout seuls, sans rien, sans moyens, et on se dit non mais c'est pas possible quoi. Alors que on savait qu'ils étaient là et qu'ils étaient en train de vieillir et rien n'est mis en place. Donc ça c'est pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce qu'en fait pour moi un des enjeux de la question de l'immigration et des politiques d'intégration en France, c'est bien de reconnaître comme étant une partie intégrante de l'histoire et que d'une part, ces personnes doivent être prises en compte depuis le départ au pays, c'est-à-dire quand je dis au départ, ce n'est pas le départ du trajet de leur vie au pays d'origine à aujourd'hui, et d'intégrer dans les politiques publiques françaises le fait qu'ils sont partie intégrante. Je donne un exemple sur la situation actuelle. J'ai utilisé à plusieurs reprises le terme d'intégration, que beaucoup de personnes ne veulent plus utiliser parce qu'ils estiment qu'il est trop violent, qu'ils en ont marre qu'on leur rappelle qu'il faut s'intégrer, etc. Le terme d'intégration est un terme sociologique qui vise à considérer qu'en fait, l'idée, c'est de comment une personne participe à la société dans son ensemble. Et le terme d'intégration suppose que la personne va donc participer à, mais ça suppose qu'on lui laisse une place. Hein. Le terme d'intégration, c'est un double mouvement, hein, à la différence du terme d'assimilation, qui lui vise à considérer que c'est celui qui arrive dans un groupe qui doit abandonner les éléments de ce groupe pour prendre tous les éléments. Donc le terme d'intégration, sociologiquement parlant, c'est vraiment cette idée de participer à la société, de faire place à celui qui arrive ou à celui qui vient de naître, etc. La politique d'intégration en France, au départ, la première fois qu'elle a été pensée par l'État, c'est 1989. Là aussi, c'est pas si loin que ça, hein, 1989. À l'époque, Michel Rocard crée le Haut Conseil à l'intégration. Et pour la première fois, on donne une définition de ce que doit être la politique d'intégration. OK. Les sociologues qui ont travaillé avec des historiens, etc., partent d'ailleurs de la notion sociologique d'Émile Durkheim sur l'intégration. Mais très vite, en fait, dans la politique mise en œuvre, on va focaliser sur l'intégration du côté de celui qui arrive. Il doit faire l'effort il doit apprendre le français, il doit ceci ou cela. Or, on sait qu'il n'est pas possible de s'intégrer quelque part si l'environnement ne fait pas une place. Et donc, idéalement, quand on travaille sur l'intégration, on doit travailler sur celui qui arrive et sur ceux qui sont là. Sinon, ça ne marche pas. C'est pas possible. Si on est sur les représentations dont on parlait tout à l'heure, ça ne peut pas fonctionner. Et vous voyez bien que du coup, par rapport à ces Algériens nés indigènes, etc., comment faire place, hein. En tout cas, donc cette question de l'intégration, elle va nécessiter de prendre en compte tous ces éléments-là. En France, on va considérer que le parcours d'intégration, il intervient à partir du moment où quelqu'un obtient pour la première fois un titre de séjour l'amenant à rester durablement en France. D'accord? C'est ce qu'on appelle des primo-arrivants. Et ces personnes, aujourd'hui, doivent signer ce qu'on appelle un contrat d'intégration républicaine. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Sauf que ces primo-arrivants, en fait, c'est pas toujours des primo-arrivants. C'est des primo-accédants à un titre de séjour durable. Mais pour un certain nombre d'entre eux, ils sont là depuis longtemps. Mais pendant ce temps-là, parce qu'ils sont demandeurs d'asile, parce qu'ils sont descendants, enfants d'eux, etc., en fait, ils ne sont pas dans la politique d'intégration. On ne leur propose pas une politique d'intégration. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer sur cette difficulté, en fait, entre un processus sociologique, sociétal,
participer à une société, etc. Et des politiques publiques qui, eux, vont définir à un moment donné qu'on met en place telle ou telle chose. Et pour, par exemple, on va avoir des personnes qui sont régularisées au bout de 10 ans en France, et quand ils signent leur contrat d'intégration républicaine, on leur dit bonjour, bienvenue en France. Ça fait à peu près 10 ans ou 15 ans qu'ils sont en galère absolue sur le territoire, etc. Et c'est quand même quelque chose assez difficile du coup à concevoir. Ça. Je pense que les processus d'intégration auxquels tout un chacun est confronté. Moi, je suis confrontée au quotidien, quand je rencontre un nouveau groupe, à un processus d'intégration. D'un point de vue sociologique, le terme ne me pose pas de problème. D'un point de vue des politiques publiques, parfois, ça pose question. Et donc, à l'ORIV, on essaye justement de montrer cette difficulté. Voilà, et c'est pour ça que je proposais, non pas de parler de primo-arrivant, mais de primo-accédant à un titre de séjour, pour bien faire la différence entre le fait du vécu personnel et la réalité. Et que Madame Kadiri vient d'évoquer la notion d'accueil. Effectivement, un des éléments dans la politique publique, c'est la question de l'accueil qui est mis en avant. Mais l'accueil n'est pas seulement l'accueil de l'État. Et c'est une des difficultés dans laquelle on est aujourd'hui, où en fait, on met en avant l'idée que l'intégration, le parcours qui va aboutir à permettre à quelqu'un de s'épanouir, de vivre en autonomie ici et maintenant, se fait dans la relation strictement à l'État. Or, on voit que notre environnement en France rend de plus en plus difficile ces processus, parce qu'on a des tensions, parce qu'il y a des représentations qui sont à l'œuvre, parce que aussi la réalité migratoire aujourd'hui en France n'est pas celle il y a 20 ans. Voilà. Je travaille à l'ORIV depuis 1994. Moi, j'ai vu, sur les territoires sur lesquels on travaille, la différence. Je veux dire, il y a 20 ans, je comptabilisais une vingtaine de nationalités différentes sur tel ou tel département. Aujourd'hui, c'est plus de 160 nationalités différentes. Donc, on a une réalité migratoire qui, objectivement, n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et ça, il faut qu'on le reconnaisse. Parce que si on regarde la réalité migratoire d'aujourd'hui sous le prisme de la réalité migratoire d'il y a 20 ans, déjà qu'on n'était pas au point à l'époque, autant dire qu'on se plante complètement, quoi. On est en train de basculer sur ceux qui arrivent les mêmes mécanismes que dans les années 60. Et là, je même parle, c'est même pas 20 ans, hein, c'est beaucoup plus. Voilà. Et c'est une vraie difficulté. On fait comme si ceux qui arrivent aujourd'hui, c'est les mêmes que mes Chibani, là, qui sont arrivés dans un contexte particulier. Et quand je le dis, tout le monde me dit, bah oui, effectivement, c'est... Ouais, mais sauf que on continue toujours à avoir les mêmes approches, etc. Moi, on continue de me parler du regroupement familial comme étant l'élément principal. Ce n'est pas l'élément principal des arrivées. Donc, du coup, j'ai peut-être donné des éléments là-dessus. Donc, là, dans notre histoire sur les Chibani, ce qu'on a mis en avant, c'est qu'effectivement, à l'époque, la situation en Algérie est catastrophique. Alors, il faut aussi, on est en colonisation, donc les terrains ont été occupés par les colons. Voilà, on n'est pas dans n'importe quelle histoire. La scolarisation n'est pas possible pour les enfants d'indigènes, hein, enfin les indigènes. Donc, ce n'est pas la même scolarisation que pour les autres. Donc, on est quand même dans un contexte très particulier qui fait que, voilà, on va se retrouver à effectivement faire le choix d'aller travailler en métropole. Je rappelle qu'ils sont français, indigènes, mais français. Hein. Donc, là aussi, les statistiques de l'époque n'en font pas trace. Ça, c'est une autre difficulté qu'on a. Quand on parle de l'immigration, on peut parler de l'immigration algérienne qu'à partir de 1962. Avant, en fait, ils sont français. Donc, ils ne sont pas immigrés. D'accord? C'est des coloniaux. Donc, en plus, par rapport à d'autres populations, par exemple comme les Italiens, on ne va pas avoir la même trace, hein, de fait. Donc, ça va complexifier les choses. Quoi qu'il en soit, une des raisons pour lesquelles ils vont quitter leur pays, c'est notamment la question de la misère.
Et je reviens sur ce point très important, c'est que, oui, un des éléments, d'immigration pendant très longtemps et encore aujourd'hui, c'est trouver des conditions de vie meilleures. Oui, et c'est assez humain, voilà. Et ça, on pourra mettre toutes les barrières, tous les murs, tout ce qu'on veut, les maires, et cetera, n'empêcheront pas, les gens de pouvoir trouver, chercher à vivre mieux ailleurs. Et donc la question aussi que ça pose, c'est la question des rapports nord-sud ou sud-sud et nord-nord, hein, d'ailleurs, et aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle les déplacés, parce qu'on a souvent un discours, en Europe ou aux États-Unis, en tout cas dans les pays, où il y a de l'immigration qui arrive, qui laisserait penser qu'on supporte tout le poids du monde et que c'est nous qui accueillons, le plus de personnes en difficulté. La plupart des travaux montrent aujourd'hui que le nombre de déplacés dans le monde n'a jamais été aussi élevé, et que c'est surtout les pays du Sud qui sont le plus confrontés à devoir faire face à des personnes qui quittent leur pays. Parce que la plupart des gens qui quittent, avant de partir vers l'Europe, les États-Unis, et cetera, ils essayent de rester à proximité de leur pays, espérant pouvoir y retourner. Donc en fait, les déplacés vont être à proximité de leur territoire, avec des risques de transformation géopolitique assez forts et qui déstabilisent les pays limitrophes. Du coup, on a des situations de tension qui vont s'accélérer liées à ces déplacements, hein. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose là aussi qu'il faut pouvoir prendre en compte. Alors, on disait, les gens se déplacent pour les questions de la misère. OK. Sauf qu'aujourd'hui, personne ne peut rentrer sur le territoire français parce qu'en fait, ils sont pauvres. Effectivement, on distingue déjà 2 choses. Les visas de court séjour, c'est moins de 3 mois, qui ne sont pas comptabilisés par, l'État, en tant que tels. Ça va être des visas de tourisme et cetera. C'est des gens qui ne sont pas amenés à rester sur le territoire français. À partir de visas de plus de 3 mois, c'est ce qu'on appelle des visas, qui vont amener à rester durablement sur le territoire français. D'accord? Donc, le ministère de l'Intérieur produit tous les ans, une statistique qui permet de savoir combien il y a de personnes qui ont obtenu un visa de plus de 3 mois, qui pour la plupart les amène à rester sur une certaine durée sur le territoire français. Comme, l'évoquait madame Kadiri, on a en fait 5 grandes catégories d'entrée sur le territoire français. L'économique, le familial, les études, l'humanitaire et ce qu'on appelle le divers, qui est souvent en fait des régularisations, de personnes qui sont déjà présentes, des situations un peu particulières, et cetera, et cetera. Alors, une petite précision, hem, historiquement en France et donc on y reviendra après, historiquement en France, l'immigration est avant tout, je me permets de venir un peu plus loin, voilà. L'immigration en France, ah, je vais revenir après là-dessus. L'immigration en France est une question de travail. C'est-à-dire que la, la- la manière dont s'est construite l'immigration en France, elle s'est construite autour de l'idée que c'est pour faire face à des enjeux de travail, donc de révolution industrielle, j'en parlais tout à l'heure sur Mulhouse, qui fait que on a fait appel à ce qu'on appelait à l'époque la main-d'œuvre étrangère. D'ailleurs, c'est pas anodin le terme de main-d'œuvre étrangère. Ça veut bien dire qu'on allait chercher, donc principalement des hommes, jeunes, costauds. Ça, c'est un principe qui a été valable pendant des années. C'est-à-dire qu'on faisait passer des visites médicales pour vérifier la capacité de travail de ces hommes. Et il fallait qu'ils soient costauds, etc. On a des images assez célèbres où on vérifiait l'état des dents, les cales dans les mains. Je dis toujours en blaguant que je n'aurais pas pu faire immigrer, moi. Je n'ai pas vraiment de cales dans les mains. Donc, et puis, vu mon gabarit, ça n'aurait pas très, très bien marché. Voilà. En tout cas, on cherchait des hommes seuls. Alors, on les a appelés des hommes célibataires. En fait, ils n'étaient pas forcément célibataires. On allait chercher des hommes. D'accord? Et ça, en France, c'est à partir de 1850-1880. Quand on peut faire une autre lecture
de cette histoire. C'est que si on a dû aller chercher des gens pour travailler, c'est aussi parce que la démographie, à l'époque, en France, était en train de se casser la figure. Et en fait, c'est soit une migration de peuplement, soit une migration de travail. Et en fait, ce qui a toujours été mis en avant en France, c'est une immigration de travail. Alors, ça finit par poser un problème, parce qu'un immigré qui ne travaille pas, ou un immigré qui rentre sur le territoire français pour une autre raison que le travail, en fait, très souvent, il y a une espèce d'illégitimité à être sur le territoire français. Et quand vous écoutez les discours actuels sur l'immigration, en fait, qu'on aille chercher, par exemple, ça a été le cas il y a 3-4 ans, des infirmières espagnoles parce qu'il fallait de l'immigration, etc., ça pose pas de problème. Quand on parlait des travailleurs polonais, etc., ça pose pas de problème. Là où, en France, on a commencé à s'interroger sur la question de l'immigration, c'est quand, en 1974, le président de la République de l'époque, donc Giscard d'Estaing, décrète qu'au regard de la crise économique, donc c'est le premier choc pétrolier, il ferme les frontières. Il dit on n'a plus besoin d'immigration de travail. Alors que ça fait des années qu'on fait appel à énormément. Enfin, aujourd'hui, on n'imagine même pas le nombre de personnes qui sont arrivées. Enfin, aujourd'hui, on dirait, mais c'est une invasion, quoi. J'ai connu des villes qui ont doublé le nombre d'habitants du jour au lendemain par l'arrivée de migrants. Ça ne serait même pas pensable aujourd'hui. Et pourtant, à l'époque, parce qu'on avait besoin de monde, on allait chercher, etc. Il y avait des accords qui étaient passés, notamment après 1945, c'était particulièrement marquant. C'est l'Office national de l'immigration, l'ONI, qui est devenu aujourd'hui l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui était à l'origine de ces éléments-là. En 1974, on dit on n'en a plus besoin. On arrête et on ferme les frontières. À ce moment-là, on lui dit ah non, mais vous ne pouvez pas fermer les frontières. Vous pouvez arrêter l'immigration de travail, mais par contre, il y a un principe constitutionnel, européen, etc., qui est en vigueur, c'est qu'il y a un droit à vivre en famille. C'est un droit qui est inscrit dans les législations. Ce droit de vivre en famille va se traduire à partir de 1975 par ce qu'on a appelé le regroupement familial. Et dans les années 70, milieu des années 70, on a un passage d'une immigration de travail considérée comme majoritaire à une immigration familiale. Vous voyez bien que du coup, on voit arriver des femmes avec des enfants, parce que ces hommes, il y a leurs compagnes qui les rejoignent, etc. Et la France, qui était habituée à avoir un discours sur l'immigration de travail, se retrouve avec des femmes et des enfants, et on va commencer à parler d'insertion puis d'intégration. On n'a jamais parlé d'intégration à l'époque des immigrations de travail. Mais parce qu'en fait, ils ont un peu une illégitimité, puisqu'ils viennent et ils profitent. On va commencer à entendre, etc. Alors, en 1951, on va être confronté à la question de la création, enfin, à la demande d'asile, hein, pour la première fois. Et donc, va être créé à côté de la question migratoire de travail, la question de la demande d'asile. Mais à l'époque, 1951 et jusque dans les années 70-80, l'asile est très peu utilisé. Donc, en fait, ça ne va pas être un enjeu majeur. Et vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, en fait, on va avoir des registres différents d'immigration qui vont s'articuler les uns aux autres, mais sans vraiment, en fait, faire la part des choses. Le paradoxe, c'est que, donc, de 1974 à aujourd'hui, les frontières sont toujours interdites au travail. Actuellement, pour pouvoir faire venir quelqu'un de l'étranger au titre du travail, il faut pouvoir montrer qu'on n'a pas la ressource humaine sur le territoire français. Et en fait, donc, si demain, en tant qu'employeur, je vais chercher un travailleur étranger, je dois pouvoir montrer que je n'ai pas trouvé la compétence sur le territoire français. D'accord ? Donc, du coup, assez logiquement, vous allez voir que quand on regarde les titres de séjour, donc les derniers titres de séjour qu'on a, c'est 2019, hein, c'est ceux qui nous ont été mis à disposition là en début 2021, à l'échelon national, donc ces titres de séjour délivrés de plus de 3 mois, hein, d'accord, c'est 277 406 titres de séjour en 2019. Donc ça veut dire 280 000 personnes
supplémentaires par an. D'accord? Parmi ceux-ci, 14% entrent pour des raisons économiques. 32,6% entrent pour les études. Donc en fait, plus de 2 fois plus pour des raisons d'études. 32,6% entrent pour des raisons familiales. Alors, un petit élément là-dessus, madame, Kadjiri l'évoquait, la raison familiale, dans les années 70-75, c'était principalement le regroupement familial. Aujourd'hui, il s'agit majoritairement de ce qu'on appelle des membres de famille de Français. Alors, j'explique la distinction entre les deux. À l'époque, le regroupement familial, le principe, c'est le regroupement familial est réservé à un étranger qui fait venir quelqu'un de sa famille. Et sachant que le regroupement familial est limité aux conjoints et aux enfants du couple, et strictement à cela. Donc, c'est assez logique que le regroupement familial, petit à petit, va diminuer, puisqu'en fait, les personnes, on a moins d'entrées de personnes étrangères, donc on va avoir moins de recours au regroupement familial. Dans les années 70-80, c'était la part la plus importante des entrées, parce qu'effectivement, les personnes qui étaient venues travailler faisaient venir leurs conjoints et les enfants. Aujourd'hui, dans le domaine familial, c'est majoritairement des membres de famille français, ce qu'on appelle des conjoints de Français ou des personnes de famille de réfugiés. Hein, un réfugié qui a obtenu le statut fait venir sa famille. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup de réfugiés qui arrivent seuls, hein, de demandeurs d'asile qui arrivent seuls pour ensuite faire venir leur famille, parce que c'est plus facile en fait d'obtenir un statut d'entrée en tant que membre de famille de Français ou membre de famille de réfugiés que en tant que tel au titre d'un autre cadre. Hein. Donc c'est vraiment un enjeu important, les membres de famille de Français. Donc vous avez vu, on a le même pourcentage de membres de famille de Français que de membres, d'étudiants. L'humanitaire ne représente sur l'ensemble de ces visas que 13,6% des entrées. Alors que si vous écoutez le discours actuel, on va beaucoup évoquer la question des réfugiés. Ce n'est que 13,6% des entrées. Ça représentait en 2019 38 000 à peu près visas. Donc ça c'est aussi important, c'est que à la fois on va se servir des chiffres, mais à la fois en fait on laisse penser que la plupart des personnes qui entrent, ça relève de l'humanitaire, alors que la plupart des entrées, je le redis, sont d'ordre familial ou étudiantes. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que les parcours migratoires, la possibilité de trouver sa place en France ne va pas être la même type. Si on arrive tout seul, ayant vécu un parcours migratoire lié à l'exil, à la guerre, etc., ou si on vient rejoindre un compagnon, une conjointe, etc., etc. Et on fait aujourd'hui comme si toutes ces personnes arrivaient dans le même cadre. Au niveau du Grand Est, en 2019, on a eu 18 000, enfin vers 19 000 visas qui ont été obtenus. Si je reprends les grandes catégories que j'ai évoquées tout à l'heure, la dimension économique ne représente que 7,5% des visas. Donc on est à la moitié, divisé par 2 par rapport au national. Donc en fait, on n'est pas un territoire qui va recourir à la main-d'œuvre venue de l'étranger. Hein. Donc ça, c'est un premier point. Par contre, le Grand Est se singularise par la part de l'humanitaire, qui va être à 18%. Donc, comparé aux 13,6, on est 5 fois quasiment au-dessus. Donc, on a une réalité des flux migratoires dans le Grand Est qui sont plus marqués par la question de l'humanitaire. Et quand je parle de l'humanitaire, là, c'est le statut de réfugié. Je ne parle même pas des demandeurs d'asile, hein, puisque ces demandeurs d'asile, ils n'ont pas de visa. Donc là, on est bien sur ceux qui ont obtenu un visa en termes de réfugiés ou ce qu'on appelle de protection subsidiaire. La part des étudiants et la part familiale est sur le Grand Est du même niveau, 33,7 et 33,9.
D'accord? Donc, moins d'économique, plus d'humanitaire et un niveau d'étudiants et de personnes qui arrivent dans une cellule familiale un peu au-dessus du niveau français, mais quasiment au même niveau. Ça, c'était pour donner un peu l'idée hein, du profil. J'ai regardé un petit peu le profil des personnes arrivées récemment à Isaac. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser plus directement. Alors, vous regardez sur Isaac, j'ai pris en compte les données que me transmet l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur les signataires du contrat d'intégration républicaine. Donc, ce fameux contrat qui est signé par les personnes hors étudiants, parce qu'on ne fait pas signer le CIR aux étudiants. Ce qui est arrivé à Mme Kadiri ne devrait plus arriver, voilà, parce qu'on considère quand même qu'ils maîtrisent a priori le français, puisqu'ils ont étudié en France. En tout cas, le CIR est signé par toutes les autres catégories que j'ai évoquées, mais pas par les étudiants. D'accord? Donc, je juste à signaler. Il faut quand même indiquer qu'entre 2019 et 2020, on a une forte chute des signataires du CIR, puisque la crise sanitaire, forcément, a beaucoup impacté les entrées sur le territoire français. Par exemple, en 2019, on a eu 7061 signataires d'un contrat d'intégration républicaine sur le Grand Est. En 2020, seulement 5018. C'est quand même une baisse de 30% sur une année. Il est fort probable que ça se poursuive sur ce début d'année 2021, compte tenu encore de la situation sanitaire. Mais les différents départements du Grand Est n'ont pas subi cette chute de la même manière. Le département qui a été le plus touché par la baisse de l'arrivée de ces primo-accédants à un titre de séjour, c'est le Haut-Rhin, qui a vu baisser le nombre de primo-arrivants de 42% sur un an. Donc, c'est quand même énorme. Hein. Ça veut dire qu'on a aussi des gens qui sont en attente d'arrivée de quelqu'un, etc. Des familles bouleversées, etc. Hein. Madame Kadiri disait tout à l'heure, voilà, qu'elle ne pouvait plus accueillir ses parents dans le contexte actuel, puisque effectivement, je pense qu'ils avaient un visa de court séjour qui leur permettait de pouvoir venir visiter la famille, etc. Et qu'actuellement, c'est plus possible, quoi. Donc ça aussi, ça bouleverse les familles. Hein. Voilà. Et par exemple, en 2019, on avait 1156 signataires de CIR, le contrat d'intégration républicaine. En 2020, 675 sur le Haut-Rhin. Donc, on voit que ça a vraiment chuté. Et ça se traduit, y compris du coup pour Isaac. J'ai regardé l'année 2019 et l'année 2020 pour Isaac. En 2019, à Isaac, il y avait eu 27 personnes primo-accédants qui étaient arrivées, qui avaient un titre de séjour. En 2020, on est chuté à 14 personnes. Donc, on voit bien que ce qui a été relevé, hein, voilà, c'est vraiment cette réalité. Et ce qui n'est pas très surprenant, en fait, ces 14 personnes que je viens d'évoquer pour Isaac relèvent tous de l'immigration familiale. Parce que pour le coup, l'immigration autre a été beaucoup plus compliquée. Hein. Autant sur l'année précédente, en 2019, on avait d'autres types d'immigration qui avaient été possibles. Là, et c'est principalement ce qu'on appelle des conjoints de Français. Pour les nationalités, on reste quand même, alors sur 14 individus, on peut se dire, ça va faire pas beaucoup de nationalités différentes. On a quand même 8 nationalités différentes sur 14 personnes. Hein. Donc, Camerounais, Kosovars, Malgaches, Marocains, Congolais, Thaïlandais, Tunisiens, Turcs. Donc, on voit rien que sur ces 14 personnes des origines très, très différentes. Sur l'année d'avant, hein, 2020, on avait en plus des Serbes, Sénégalais, des Russes. Alors, en fait, les Russes, ce n'est pas des Russes, hein, c'est des Tchétchènes. Puisqu'en fait, la Tchétchénie n'existe pas. Et donc, c'est des personnes qui demandent l'asile. Et donc, dans la statistique, ils sont marqués russes. Mais en fait, c'est des Tchétchènes.
Voilà, je le dis parce qu'une fois, on m'a fait la remarque, on me disait: «Mais il y a pas de Tchétchènes qui arrivent, dans le Grand Est?» Bah, si, si, mais ils sont nommés Russes. Donc ça aussi, c'est un paradoxe, enfin, c'est qu'ils aimeraient vraiment pas qu'on leur dise qu'ils sont Russes, pour le coup. On avait les Comores et on avait aussi le Cambodge. Tout ça pour vous montrer, hein, ce que j'illustrais tout à l'heure sur cette diversité, des situations, y compris sur une commune, voilà, on n'est pas Mulhouse, mais cette réalité, là. Et je reviens, hein, sur cet impact de la question du travail. Le nombre de fois où en France, on va dire, on peut plus accueillir, telle ou telle personne parce que, on est en crise économique. C'est-à-dire que cette manière d'avoir articulé l'immigration au travail entraîne une illégitimité de l'immigration dès qu'on n'est plus sur la question du travail. Alors, l'humanitaire a été accepté et il y avait pendant longtemps une représentation et une manière de parler de l'humanitaire un peu différent, on va dire, parce que là, il y avait une condition, l'exil, la mise en danger, etc. Mais depuis quelques années où la question humanitaire est en augmentation, tout en relativisant, hein, vous avez vu les chiffres dont je vous parlais, hein, en fait, on a un discours qui s'est développé de profiteurs. En fait, est-ce que c'est vraiment des vrais réfugiés, et cetera? Donc on voit que, en fait, on est sans arrêt sur la nécessité de justifier et puis entrer sur le territoire français, enfin, on est très, très loin d'être sur une passoire, hein. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Enfin, c'est vraiment pas simple d'obtenir un titre de séjour en France, hein. Moi, je me rappelle toujours d'un élu, qui, avait un discours très, en disant: «Ouais, mais on fait rentrer n'importe qui, c'est n'importe quoi la France» et puis un jour, bah, sa nièce, je crois, est tombée amoureuse, enfin, je crois que c'était son neveu, est tombé amoureuse d'une fille, qui était d'ailleurs, et ils ont essayé de se marier et de rentrer en territoire français et il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué qu'il ne le pensait, que ça prenait des années, même que quand c'était par mariage et du coup, il m'avait appelé pour qu'on en discute en me disant: «Finalement, maintenant que je suis confrontée à cette réalité, je me rends compte que heu, c'est pas si simple que ça et qu'effectivement, c'est un vrai parcours, du combattant». Donc cette question du travail et de l'immigration, c'est vraiment un enjeu, important et hem et qui continue en fait à poser un certain nombre de difficultés. C'est pas n'importe quel travail, hein, à l'époque. Quand je parle qu'on a fait venir de la main-d'œuvre étrangère, tout à l'heure, je crois que c'était madame Kadiri qui parlait du Canada, si je ne me trompe pas. Hein, le Canada a fait le choix d'une immigration, plutôt à un haut niveau, de diplôme. L'histoire migratoire de la France liée au travail a été plutôt une histoire marquée par des niveaux de diplôme faibles. Quand souvent on met en avant aujourd'hui que, les populations issues de l'immigration ou immigrées, sont peu diplômées, mais c'est en fait, ça avait été des choix qui a été fait. C'est parce que c'est le type de population qu'on allait chercher. Alors aujourd'hui, on a développé, si vous avez entendu parler, des cartes talents et talents professionnels et cetera et effectivement, les personnes qui arrivent aujourd'hui ont des niveaux de diplôme bien plus élevés que les personnes qui arrivaient dans les années 1880, dans les années 1910, dans les années 1940, dans les années 40 non, j'étais en pleine guerre, dans les années 1960 et cetera. Mais aussi parce que le niveau de diplôme dans les pays dits d'origine ont augmenté. C'est-à-dire qu'on fait aussi comme si c'était la même chose avant et maintenant, alors qu'on n'est plus non plus dans les mêmes pays. Et ça aussi, je le redis, hein, dans l'exposition, il y a un endroit, je l'ai passé, mais où on parle des 3 temps de l'immigration algérienne. Et c'est intéressant de marquer que euh, c'est pas parce qu'on vient d'Algérie qu'on vit le même type d'immigration. Ça a été la même chose pour les Italiens. Les Italiens qui ont quitté l'Italie dans les années 1880-1890, ils quittaient la misère. Ceux qui ont quitté avant la Seconde Guerre mondiale, ils quittaient le fascisme. C'est pas les mêmes Italiens. Il y en a, c'était des rouges. Les antifascistes, c'était des rouges. Et ils arrivaient dans une France qui était encore fortement marquée
par les Italiens précédents qui étaient marqués par le catholicisme, etc. Ce n'étaient pas les mêmes. Et pourtant, on disait, les Rital, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Les Algériens, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Les Turcs, ils sont comme ceci, comme cela. Ça n'a rien à voir. Vraiment, à chaque fois, replacer les gens dans leur histoire, dans leur parcours, pour leur reconnaître leur singularité. Alors, je le disais, hein, les situations de travail des Algériens quand ils sont arrivés en France, ça a été assez catastrophique, hein, parce que pour le coup, ils ont eu les emplois les plus bas. Alors, c'est souvent le cas hein, pour ceux qui arrivent, etc. Mais là où ça a été problématique, c'est que beaucoup d'entre eux ont été, comment dire, embauchés sans vraiment être déclarés, etc. Et on va le voir, ça a des impacts énormes sur leur retraite. Et leur accès aux droits aujourd'hui. Encore pour beaucoup d'entre eux, ils ne peuvent pas faire valoir la totalité de leur parcours professionnel, etc. Et ce qui est encore le plus marquant, tout ce que je vous disais précédemment, c'est qu'en fait, les Algériens ont relevé comment dire, d'histoires singulières et d'un accès aux droits spécifiques encore aujourd'hui. En fait, quand vous regardez le droit des étrangers, vous avez le droit des étrangers et vous avez le cas particulier des Algériens et de l'Union européenne, mais ça dans un autre cas de figure. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte parce que c'est pas pour rien qu'on peut focaliser sur ces populations et les difficultés. Alors voilà, vous voyez les syndicats, etc. Alors les syndicats ont été à la fois un atout et parfois une difficulté, hein, parce que certes, on va dire, les syndicats ont aussi défendu le droit des travailleurs immigrés, mais pendant la grande crise économique de 1929, c'est les syndicats qui ont revendiqué la France aux Français et des droits spécifiques pour les Français. Je pense que vous avez entendu parler du combat qu'ont mené un certain nombre de Chibani par rapport à la SNCF. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous avez entendu cette question des droits. Alors, la SNCF, donc ils ne sont pas fonctionnaires, hein, mais ils ont un statut particulier. Il faut quand même relever qu'une partie des cheminots, ce statut est réservé aux Français. Donc, les Algériens qui ont travaillé à la SNCF n'avaient pas le même statut que les autres travailleurs français. Et ils se sont battus pendant des années pour être reconnus dans leurs droits et qu'on puisse avoir le même type de retraite que les autres. Et ils ont eu gain de cause, je crois, il y a 3 ans. Même chose pour les retraites liées à la participation à la Première Guerre mondiale et à la Seconde Guerre mondiale. Les soldats coloniaux n'avaient pas les mêmes droits, n'avaient pas les mêmes ressources, n'avaient pas les mêmes retraites, etc. Donc, ça fait quelques années, et d'ailleurs, c'est un des points qu'on aborde vers la fin de notre exposition, c'est cette question je vais y arriver, encore après, voilà, la question des droits, qui est vraiment un enjeu clé. Alors, ça a été plus particulièrement, décidément, il ne veut pas se positionner sur les droits. Voilà, je vais y arriver, voilà. Des droits pour les Chibani, il y a eu un collectif même qui a été mis en place pour reconnaître leurs droits parce qu'ils avaient un statut très particulier. Mais de manière globale, c'est une question qui se pose pour une grande partie des personnes immigrées qui peuvent avoir des difficultés de reconnaissance de leurs droits. Il est 17h30, hein, je crois qu'on s'était dit qu'on s'arrêtait vers ce moment-là. Juste peut-être pour revenir sur un aspect que j'ai moins évoqué et qui fait partie aussi de l'exposition, c'est la question du logement. Le logement en France a été pour partie finalement assez marqué par l'histoire migratoire et en particulier pour l'histoire migratoire des Algériens, puisqu'en fait la Sonacotra, qui est devenue Adoma, qui a créé les foyers de travailleurs migrants, où on en a encore aujourd'hui, on parle de résidence sociale. En fait, au départ, ça s'appelait la Sonacotral et le AL était pour Algérien.
C'est-à-dire que c'était pour eux qu'avait été créée la Sonacotrale et c'était un moyen en fait de leur créer des logements au moment de l'arrivée sur le territoire français. Mais au-delà de ça, c'était aussi un moyen de surveillance parce qu'il y avait les impacts de la guerre d'Algérie. Et voilà, donc on était dans un contexte très particulier. Euh, dans ce contexte-là, en 1958, est créé ce qu'on appelle ce qu'on a appelé après le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles. Mais la même chose, le FAS, au départ, est dédié aux Algériens. Et je donne juste cet exemple-là. C'est un fonds d'action sociale. Pourquoi on l'appelait comme ça? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du FAS? Alors aujourd'hui, il y a une structure qui s'appelle le FAS, qui est la Fédération des acteurs de la solidarité, d'accord? C'est pas le même. Pendant des années, elle a été arrêtée, cette structure. Il y avait un organisme qui s'appelait donc le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles. Il a été donc créé, je le disais, je crois que c'est 58, je voulais vérifier, il me semble que c'est 1958, je vais dire de bêtises. 1958. L'intitulé exact au moment de la création, c'est le Fonds d'action sociale pour les travailleurs musulmans d'Algérie en métropole et pour leurs familles. Donc, vous voyez vraiment que c'était ciblé sur eux. Pourquoi est-ce qu'on met en place à ce moment-là ce fonds? On est en plein dans ce qu'on appelle le plan de Constantine. Donc, depuis 1954, on a des tensions en Algérie pour l'indépendance de l'Algérie. La France, petit à petit, essaye à tout prix de garder l'Algérie française et fait des concessions, dont le plan de Constantine, pardon. Et du coup, dans ce cadre-là, il va être reconnu qu'en fait, les travailleurs coloniaux en France, donc qui ont leur famille en Algérie, payent des allocations familiales comme tout le monde, sauf que leur famille n'en bénéficie pas, puisqu'elle est au pays, en Algérie, pas en France, l'Algérie française, d'accord? Mais ils ne bénéficient pas des allocations familiales. Du coup, bah, on crée un fonds où on va mettre ces moyens-là, et en fait, on va ensuite les redistribuer à ces populations pour créer du logement, de l'action sociale, etc. C'est pour ça qu'on parle souvent de l'argent des immigrés pour le fonds d'action sociale, en disant finalement, et ce fonds, c'est ce qui va, dans les années 70-80, commencer à permettre le financement des actions dites d'alphabétisation, puis d'ateliers sociolinguistiques, d'alphabétisation, etc., etc., etc. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le fonds, le BOP 104, c'est-à-dire les crédits dédiés à l'intégration, sont issus de ce fonds. Donc c'est pour ça que j'en parle. Hein. Dans les années 2000, en fait, on arrête d'avoir un fonds dédié et ça rentre dans le budget national de l'État. Ce qui fait que tous les ans, depuis, on a un débat à l'Assemblée nationale autour des questions d'immigration et d'intégration. Avant, on n'en avait pas. Donc, c'est aussi intéressant de voir que c'est cette histoire avec l'Algérie qui est à l'origine de ce fonds, que ce fonds, petit à petit, est devenu le support des moyens financiers des actions autour de l'intégration. Et c'est pour ça que, finalement, aujourd'hui, tout ce qui structure finalement notre manière d'aborder la question de l'intégration est intimement lié aux fruits de l'histoire, et en particulier de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l'après-Seconde Guerre mondiale avec les questions migratoires. Et cette histoire, elle est quand même assez marquée par le rapport à l'Algérie. Et c'est pour ça que je fais ces liens et je montre ces liens dans un temps assez court pour montrer que finalement, si on ne fait pas l'exercice de regarder cette histoire, on ne comprend pas la manière dont les choses sont aujourd'hui posées. Comme on l'évoquait tout à l'heure avec Madame Kadiri sur la question des ELCO, par exemple. On a plein de choses comme ça qui sont le résultat de cette histoire. Et par exemple, le ministère, aujourd'hui, au sein du ministère de l'Intérieur, la structure qui gère la question
de l'intégration est une émanation historique de ce qui a été créé, donc c'était 1966, je crois, du département comment il s'appelait? Je vais dire une bêtise. Attendez, que je ne vous dise pas. Hop, hop, hop. Non, je ne le retrouve pas. C'est toujours comme ça. 1966 est créée pour la première fois la direction de la population et des migrations au sein du ministère des Affaires sociales qui va prendre en charge ces questions d'immigration, de suivi des populations, etc. 1966, je rappelle, les premières migrations en France, c'est 1850-1880. Donc, on a une histoire qui s'est construite avec des flux migratoires qu'on a toujours considérés que c'était provisoire. Petit à petit, on a fait appel à de plus en plus de migration. Cette migration, aujourd'hui, certes, entre guillemets, on n'y fait pas appel, mais elle est là et elle fait partie de l'histoire de France. Et elle fait partie de l'histoire commune. Et c'est pour ça que, et je terminerai là-dessus, quand on a voulu, nous, faire cette exposition, c'était vraiment de rappeler cet enjeu commun à leur histoire et notre histoire, et de dire, même si on avait, elle bouge à chaque fois ce truc, notre dernière tableau, enfin expo, c'est un enjeu pour demain. Alors, ça pourrait paraître paradoxal puisque les Chibani, pour la plupart d'entre eux, leurs enfants ne sont pas ici en France. Donc, on se dit, mais il n'y a pas de lien pour demain. Sauf que si on ne tire pas les enseignements de l'histoire, et notamment de cette histoire-là, mais ce n'est pas la seule, hein, on aurait pu parler des Polonais, on aurait pu parler des Italiens, on aurait pu parler des Marocains. On a fait, voilà, à chaque fois, des Espagnols, des Portugais, etc. On va avoir des histoires un peu singulières. Alors, les Chibani, c'est certainement celle qui est, pour moi, entre guillemets, la plus dramatique quand même, dans les situations de précarité que ça a entraîné. Et aujourd'hui, si on ne prend pas la peine de réfléchir au public et aux personnes qui arrivent, aux conditions dans lesquelles ils arrivent, de la place qui est faite, de la prise en compte ou pas des drames traumatiques qu'ils ont vécus, je pense qu'on ne sera pas en capacité de faire société ensemble et qu'on risque d'avoir des tensions encore plus importantes parce qu'on ne prend pas le temps d'adapter nos politiques publiques à la réalité de ces histoires migratoires. Je vais m'arrêter là.